vous retrouver. Donc, une semaine extrêmement chargée, puisque c'est la 3e émission de la semaine, et ce n'est que du bonheur finalement. Je reçois aujourd'hui quelqu'un pour qui j'ai une estime immense, et je suis très honorée d'avoir Célia. Bonjour Célia. Bonjour. Petit décalage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Célia et moi, on est habillés avec les mêmes couleurs aujourd'hui. C'est vraiment pas fait exprès, mais voilà, il y a une très belle... Alors, Célia, depuis janvier, je souhaite bonne année tous les jours parce que je trouve qu'on en a besoin. Et donc, je te souhaite bonne année aujourd'hui et je ferai tous les jours jusqu'au 31 décembre parce que je crois qu'on a vraiment besoin que cette année 2021 nous amène plein de belles énergies. Alors, les New-Yorkais de longue date te connaissent, Célia, et je ne parle pas seulement des passagers du M15, c'est une autre histoire, mais Célia est là depuis extrêmement longtemps. Célia, c'est très difficile de te résumer, il faudrait certainement une dizaine d'émissions pour parler de ces 7 missions notamment, puisqu'il n'y a pas que ça dans ta vie, mais il y a ces 7 missions dont on va parler ce soir, ces missions de la paix que tu as fait pour les Nations Unies. On va parler justement, et je vais les montrer tout de suite, de ces 2 livres, qui est Invisible pour l'enfer aux éditions Fayard et Les étoiles avaient déserté le ciel chez Balland. Ce livre résume d'ailleurs les 7 missions. Si vous deviez en acheter un, ce serait celui-là, je pense. Alors nous, on est en rupture de stock sur Rencontre des auteurs francophones, mais vous les trouverez certainement sur Amazon, à la FNAC et dans toutes les bonnes librairies, et je crois même chez Albertine. Célia, pour moi, c'est avant tout le courage de tes actions, courage de tes propos aussi avec ton franc-parler qui ne t'a pas toujours servi au sein des Nations Unies notamment, mais que nous, tes amis, on aime tellement. Ton premier métier de journaliste t'a donc amené à New York il y a 30 ans, un métier que tu exerces toujours, puisque tu couvres aujourd'hui l'actualité pour les Nations Unies, pour plusieurs médias dont Mediapart. Alors, comment on commence journaliste et comment on se retrouve officier de maintien de la paix aux Nations Unies? Je suis arrivée, ça faisait à peu près 1 an et demi que j'étais à l'ONU, que je couvrais pour Jeune Afrique à l'époque. Tous les jours, on va boire un café dans ce qu'on appelle le Delegates Lounge, qui est un endroit où se réunissent les diplomates et la presse. Et au bout d'un moment, on connaît du monde et j'avais sympathisé avec un des directeurs des ressources humaines, qui était un Français, qui s'appelait Max Tortel. Et puis un jour, je suis dans mon bureau tranquille, en train de travailler, mon téléphone sonne. C'était pas un portable, hein. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Et il me dit, aurais-tu envie d'aller au Cambodge? Donc moi, je suis avec mon téléphone, je comprends pas ce qu'il me dit, et je lui dis, mais je comprends pas. Il me dit, écoute, on est en train de monter une immense mission, il va y avoir 22 000 personnes, et nous n'avons pas assez de francophones, j'ai pensé à toi. Alors évidemment, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui, parce que c'est mon credo. Si on dit non, on ne peut plus jamais ouvrir une porte, mais si on dit oui, on peut dire non ensuite. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Aventure. Alors une autre aventure aussi qui est juste extraordinaire, tu es présidente et tu as fondé l'ONG Stop, qui lutte contre l'esclavage sexuel des femmes dans le monde. On va revenir plus longuement pendant l'émission sur cette mission et sur les fondements de cette association, mais j'aimerais que tu nous en dises brièvement quelques mots et savoir avec qui tu travailles sur cette mission qui est fondamentale. Pour l'instant, on ne travaille pas vraiment, hein, parce que tout est à l'arrêt. Donc, au départ, je l'ai monté avec 2 policiers internationaux qui faisaient partie de mes équipes en Bosnie. On avait constaté que la plupart du temps, quand des policiers locaux faisaient une descente dans un bar ou dans un bordel, ils emmenaient les jeunes filles qui, elles, n'avaient plus de passeport puisqu'on le leur avait pris, et évidemment, on les considérait comme des délinquantes. Donc non seulement elles avaient été abusées et trompées, violées, droguées, etc., mais en plus, elles étaient punies. Donc on s'est dit, il faut qu'on monte une association qui fait qu'on pourra les accueillir, on pourra les recueillir et s'occuper d'elles. C'est comme ça que l'idée est venue, pour contrer le côté policier qui ne les traitait pas comme des victimes, mais comme des coupables.
Oui, c'est ça. On oublie complètement le côté humain du côté de la police. Absolument. Tu as un rôle à jouer. Alors, je termine ce petit portrait. Parce que tu as aussi été conseillère spéciale pour Kofi Annan. Je crois que tu avais un véritable respect pour ce secrétaire général des Nations Unies. Tu as préféré, tu as travaillé avec beaucoup de gens, puisque cette émission c'est long, tu as préféré travailler avec qui comme secrétaire général des Nations Unies? Kofi, bien sûr. D'abord parce que quand je suis arrivée à l'ONU, ma boss de Jeune Afrique m'a appelé en me disant « Bon, trouvez-moi un Africain qui a, comment dire… une histoire, un charisme, quelque chose. Non, qui a un avenir. Et je ne sais pas pourquoi et je ne saurais jamais pourquoi. J'ai fait la liste des Africains, moi je ne connaissais pas grand monde et je me suis fixée sur Kofi Annan. Donc j'ai appelé sa secrétaire, je lui ai dit voilà, j'ai besoin d'1 heure. Elle m'a dit ah mais non, ça vraiment 1 heure, c'est pas possible. Et elle m'a rappelé, elle m'a dit, mais d'ailleurs, pourquoi 1 heure? Je lui ai dit, parce que la première demi-heure, il va me raconter des trucs bêtes, et j'ai pas envie. Il va pas dire les choses telles qu'elles sont. Donc, j'ai besoin de l'autre demi-heure, parce qu'il va s'accoutumer à moi, et il va devenir beaucoup plus intime. C'est ce qui s'est passé. C'était un portrait intime et très fouillé. Et il m'a appelé ensuite pour me dire, j'ai beaucoup aimé ce portrait. Personne n'en a fait un comme ça. Et on est devenus amis. Mais ça, il n'était pas encore secrétaire général, hein. Oui. Il était directeur des ressources humaines. Donc, Alors, l'aventure américaine, tu l'as dit, Célia, elle commence en 1990 pour Jeune Afrique, qui t'envoie à New York. Alors, on va découvrir qui tu as été à partir de ce moment-là, mais qui étais-tu avant? Parce que là, franchement, tu es une femme qu'on a du mal à suivre à partir de 1990. Est-ce que tu étais une femme sage, dans un métier sage, voilà. Est-ce que tu étais une autre femme? Est-ce que tu étais une autre femme que celle qu'on connaît depuis 30 ans? Ben, je crois pas, je crois que j'étais la même, mais en même temps avec j'ai beaucoup de mal à parler de ma vie. Alors, on va pas de ta vie. Je veux bien parler de moi. Disons que j'ai 2 enfants, ils sont ma pierre d'achoppement dans un monde difficile. Ils sont tout, c'est tout. Et je m'arrêterai là. Nous respecterons ce choix, tout à fait. Alors, tu as donc témoigné dans ces 2 livres de ces 7 missions au sein des Nations Unies. Donc, je disais, le second livre résume ces années difficiles mais passionnantes, des années extrêmement engagées. Et dans ce livre, on rentre tout de suite de plein pied avec la préface de Jean-Paul Klein, qui a été ton chef de mission de paix pour les Nations Unies et qui a fait des pieds et des mains pour t'avoir sur ces missions. Et il a dit quelque chose d'extrêmement joli parce qu'il n'y avait que toi qui pouvais faire ces missions. Il dit avoir eu besoin d'un partenaire muni de courage et d'une solide expérience. Donc, est-ce que tu es consciente d'être cette femme courageuse que les gens connaissent et qui te décrivent comme ça? Tu es consciente d'avoir été une femme avec un courage exceptionnel pour faire ce que tu as fait pendant 30 ans? Non. Non. Les gens sont là pour écrire, alors. Non, je crois que je suis des défauts que j'avais quand j'étais petite fille et qui faisaient que je me suis pris pas mal de gifles parce que j'étais têtue, que je refusais de reconnaître que j'avais tort, que j'étais infernale. Et ça m'a servi. Je suis restée, je suis profondément, comment dire, j'ai horreur quand j'accepte de faire quelque chose, je veux réussir. Et ça ne me gêne pas si, par exemple, je me casse la figure, je me relève et je suis encore plus entêtée qu'avant. Et donc, Jacques-Paul Klein, il m'a vu travailler dans des conditions extrêmement pénibles parce que c'était juste à la fin de la guerre dans un endroit de la Bosnie qui était vraiment infernal. Et j'ai jamais baissé les bras. Je peux pas. Soit je ne m'engage pas parce que j'ai pas envie, soit je m'engage et là il est hors de question. Je suis pire qu'un militaire. Je peux pas te dire. Je suis infernale. Voilà.
Mais alors, est-ce qu'il y a dans ta famille des hommes ou des femmes qui ont ce courage? Est-ce que tu as l'impression de... Ah oui, Oui. oui, ma grand-mère, qui quand même a quitté la Roumanie en pleine nuit avec ses enfants. Je veux dire, oui, bien sûr. Elle a été, sans le vouloir d'ailleurs, parce qu'elle est morte quand j'avais 20 ans, mais elle a été pour moi, j'avais conscience quand j'étais petite fille que c'était une femme hors du commun, parce qu'elle avait été mariée plus ou moins de force, d'ailleurs oui, de force, et que elle a choisi son destin. Je veux dire, ça c'est pour moi, c'est extraordinaire. Elle a choisi son destin. Comme dirait Kofi Annan, qui avait, d'ailleurs je l'ai mis dans un de mes livres, je lui avais demandé s'il avait un proverbe qui guidait sa vie, et il m'avait dit, pour le voyageur, il n'y a pas de route, elles se font en marchant. Et bien ma grand-mère, elle avait tracé sa route. Elle savait pas où elle allait, mais ses pas la guidaient. Et voilà, ça pour moi c'est... C'est en tout cas un très bel hommage à ta grand-mère qui venait de Roumanie, comme la mienne d'ailleurs, un autre point commun, tu vois, en dehors de nos couleurs ce soir. Alors, je terminerai sur la préface. Il dit aussi quelque chose qui est extraordinaire et il te rend hommage, j'aimerais en parler. Il dit que l'une des choses les plus enrichissantes qu'il ait fait est de rencontrer, de travailler avec Célia de la Varenne. C'est quand même pas rien. Est-ce que lui, de ton côté, est-ce qu'il a été un exemple dans ce monde des Nations Unies justement et des ONG qui n'est pas toujours très honorable? Est-ce qu'il fait partie des gens qui sortent un peu du lot? Alors Jacques, c'est quelqu'un qui est, en anglais on dit larger than life. C'est un ancien général américain, un ancien diplomate américain. C'est quelqu'un qui a, pour lui, non, c'est pas une réponse. Voilà. Il dit toujours, quand il y a un problème, il y a une solution. Et c'est quelqu'un qui vraiment m'a montré ce que c'était de diriger une mission. Il en avait rien à faire. On avait un mandat de l'ONU, et la plupart des gens suivent ce mandat de l'ONU à la lettre. Ils ont peur d'aller un peu trop à droite, un peu trop à gauche, même au centre, parce qu'il faut pas. Lui, il en avait rien à faire. Et j'ai une admiration sans borne pour cet homme qui vraiment choisissait les gens avec qui il était, se fichait complètement. Je veux dire que je suis pas sûre qu'à ses yeux j'étais une femme. J'ai dit non, il n'avait rien à faire. Il m'avait choisi pour combattre les trafiquants en me disant t'es blonde. Oui, tu as l'air d'une femme, en fait, tu as des couilles, alors voilà, tu viens. Et moi... C'est le meilleur compliment qu'on puisse te faire, finalement. Je lui ai dit, la job description va complètement, j'arrive. Parce que, voilà, c'était un honneur de travailler avec lui. C'est la plus belle des choses que j'ai pu faire. C'était quelqu'un de dur, c'était quelqu'un, mais évidemment, il n'était pas émis de l'ONU, hein. Parce qu'il courbait pas les chines, parce qu'il n'était pas, bon, il en avait rien à faire. On il était. Parce que c'est un peu ton cas, c'est un peu ton cas aussi, c'est un peu ta force, et c'est aussi un peu les conséquences que tu as subies. Il y a autre chose qui m'a fait rire aussi. Il a parlé de ton franc-parler, un franc-parler qui ne plaisait vraiment pas à tout le monde, et puis ta volonté de dénoncer les choses et de le dire, de jamais rien cacher. Et alors, ça m'a rappelé ma première conversation avec toi, le jour où on s'est retrouvés aux Nations Unies. Et puis au bout d'une heure, j'ai eu l'impression d'être fait engueuler. Je suis sortie, je me dis, je crois que j'ai passé 1 heure à me faire engueuler avec Célia. Oh non! Non, et finalement, j'ai compris que c'était juste, et ton franc-parler, et puis cette volonté de combattre les justices dans le monde, si tu veux. On a l'impression que tu es toujours en colère parce qu'il y a tellement d'injustices dans le monde, et c'est ça en vérité que tu voulais me raconter ce jour-là. Est-ce que tu es toujours une femme en colère? Est-ce qu'il y a toujours autant d'injustices dans le monde? Est-ce que il n'y a pas un moment où tu as baissé les bras en disant j'y arriverai pas, où tu en es aujourd'hui? Je suis toujours en colère contre les injustices, mais je crois que je suis née comme ça. Quand j'étais une petite fille, s'il y avait à l'école une gamine qui se faisait taper dessus, ou avec 2 autres de mes copines, on avait formé un clan, puis on allait tabasser l'autre. On disait tu t'attaques pas. Enfin bon, je n'aime pas l'injustice, et c'est viscéral. Je ne supporte pas l'injustice, et je me dis que tant que je serai vivante,
Oui, je suis en colère, mais c'est une colère saine. Et quelquefois, je m'en aperçois pas, mais je voudrais aller plus vite, je voudrais que les choses changent plus vite. Mais Et tu as quand même conscience que, au travers de cette mission, notamment les deux dernières, tu as sauvé quand même beaucoup de monde, beaucoup de jeunes filles. Tu as conscience de ce travail quand même que tu as fait? on me demandait de le faire, je l'ai fait. Oui, tu l'as fait avec passion, avec courage, avec détermination. Alors avec courage, je dirais pas. Le courage, c'est pas moi. Moi, j'avais 8 gardes du corps et j'avais à peu près 250 policiers et forces spéciales avec moi. Le courage, ce sont ces petites filles, ces gamines qui ont fait preuve de courage parce qu'il en fallait pour survivre à ce qu'elles vivaient. Moi, franchement, j'étais protégée, hein. Donc j'avais pas de courage. Oui, oui, tu étais protégée, mais tu as quand même eu des intimidations, tu as quand même eu des gens qui t'ont lâché des chiens dessus, des gens qui... voilà, tu t'es quand même retrouvé dans des situations parfois extrêmement dangereuses. D'ailleurs, j'ai toujours peur des chiens maintenant, hein. Bon, le mien est tout petit. Ah oui, il était petit aussi, celui qui a failli me tuer, hein, non? Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que tu arrives dans des pays quand même qui sont ou en fin de guerre, ou tout juste après la guerre, des pays dans une misère extrême, avec de la mendicité. Parfois même, tu dis que tu es dans des pays où tu as l'impression d'être au Moyen-Âge, avec une violence inquiétante. Et pourtant, même dans ta première mission, on sent que tu n'as pas peur, tu ne te sens pas en insécurité. Est-ce qu'il y a une part de... L'inconscience? Oui. Je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou si c'est porter un regard sur les gens d'un pays qui fait que tu les considères comme des êtres humains. Je veux dire, au début en Bosnie, j'avais un chauffeur, j'ai toujours un chauffeur parce que mon boss voulait pas que je conduise, il avait peur que je me fasse attaquer. Mais le chauffeur, je me disais, quelle vie il a eu pendant la guerre. Alors j'ai attendu d'avoir un interprète avec moi et je lui ai dit, demande-lui ce qu'il faisait avant. Ce type qui était devenu chauffeur pour faire vivre sa famille, c'était un des plus grands chirurgiens en Bosnie. Donc je veux dire que quand on s'intéresse aux gens, quand on ne les considère pas comme voilà, des gens de rien du tout parce qu'ils ont subi une guerre, parce que on découvre des gens fabuleux, on ne peut pas avoir peur des gens fabuleux. Mais d'ailleurs, c'est ce qui nous arrive à New York, qui est une espèce de tour de Babel. On a beaucoup de gens, quand tu discutes un peu avec eux, tu t'aperçois qu'effectivement, ils sont Uber, ils sont chauffeurs de taxi, mais ils ont eu des vies incroyables. C'est un peu triste, mais bon, c'est des populations qui sont déstabilisées dans le monde et qui sont obligées de se réinventer pour sauver les leurs. Alors, dans ta première mission, quand tu arrives au bout de quelques jours, d'abord tu es payé à rien faire, tu es dans un bureau et tu trépignes, tu vas absolument commencer à faire une mission. Et puis, tu découvres aussi que beaucoup d'envoyés des Nations Unies, plus ou moins permanents, ils viennent un peu comme des princes. Ils peuvent se permettre pas mal de choses, un peu protégés par une immunité diplomatique. Et puis, tu découvres les premiers scandales de violence, d'abus sexuels des casques bleus. C'est quoi? C'est un monde qui s'effondre pour toi? Un peu parce que je ne connaissais pas les Nations Unies auparavant. Je veux dire, pour moi, les Nations Unies, c'était deux mots. Nations Unies, avec ce que ça veut dire, des nations ensemble. Une mission aussi. Moi, je me dis, c'est une mission fabuleuse, on va aller aider les gens qui sortaient tout juste de conflits. Enfin bon, le Cambodge avait été fermé au monde. Et puis, je m'aperçois que, encore une fois, attention, hein, pas tout le monde. Il y a sur les missions des gens extraordinaires. Et il suffit de quelques personnes pour jeter l'opprobre sur la mission. Mais je me rends compte qu'il y a des gens qui abusent, qui vont louer une petite fille cambodgienne pour je sais pas combien de dollars pour la semaine. Et c'est pas normal. Et je me dis, mais je rêve. Il y en a qui se croient au club Méditerranée. Ils prennent ils quittent leur maison climatisée, leur voiture climatisée, ils vont dans les bureaux climatisés, ils ne s'adressent même pas aux gens du pays. Et ça, je dois dire que ça m'a profondément choquée. Mais j'ai fait de belles rencontres parce que j'ai rencontré au Cambodge Sergio Vieira de Mello, qui était un grand monsieur qui
un ami de Kofi Annan d'ailleurs qui est mort dans l'attentat à Bagdad en 2003. C'était quelqu'un de bien qui s'occupait du rapatriement et qui, comme moi, d'ailleurs, il m'avait écrit une lettre très belle pour me demander de venir le rejoindre en Irak en me disant il faut des gens comme toi pour venir vivre dans l'enfer de Dante. Et moi, je lui ai dit non, je suis juive, je viendrai pas. Ben, cela dit, c'était une excuse, hein, parce que si j'y avais été, je serais prêt pour parler. Je suis pas inquiète. Alors, il y a une histoire aussi, que tu parles de choc, il y a quelque chose que tu racontes dans ton livre qui est extrêmement choquant, c'est le soir où tu arrives dans un restaurant et on te donne le menu, et dans le menu, il y a le prix des enfants, donc il y a cette espèce de prostitution. Donc, en plus, c'était au Cambodge, c'était nouveau cette prostitution. Oui, c'était complètement nouveau parce que quand on est arrivé, le pays était encore fermé au monde extérieur. Et j'ai vu s'installer cette espèce de commerce. Mais à l'époque, je ne m'occupais pas, c'était pas mon rôle. C'était pas ton sujet. J'étais horrifiée, mais en même temps, c'était pas mon sujet, je pouvais pas m'en occuper, mais je l'ai dénoncé. Mais il y avait la photo d'enfant qui devait avoir 5 ans, 6 ans, avec un prix à côté. Je me suis dit, mais je rêve, c'est pas possible. Mais partout, hein. Parfois, on allait passer le week-end à Bangkok, et j'ai jamais oublié, dans le plus grand hôtel de Bangkok, je vais pour aller dans ma chambre, et il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, en anglais bien sûr, est-ce que vous voulez, parce que je commandais un massage, là-bas il y a des massages. On me dit, vous voulez un massage et plus, je lui ai dit, je vais te foutre mon poing à la figure, tu vas voir. Mais j'étais horrifiée, je me disais, mais c'est pas possible. Est-ce que tu crois que dans un pays en reconstruction, un pays après-guerre, ça passe par l'exploitation des humains et que les gens perdent un peu la notion de l'humanité, du respect des autres Je ne sais pas, j'ai constaté quelque chose d'assez étrange. L'ONU est composée de 193 pays membres et il y en a qui sont de plus gros pourvoyeurs de troupes que d'autres. Ce que je veux dire n'est pas politiquement correct, mais les gros pourvoyeurs de troupes ne sont pas parmi ceux qui respectent les droits humains, vraiment. Et j'ai remarqué une chose, c'est que des gens qui sont en provenance de pays un peu pourris, on va dire, hein, et ben ce sont ceux-là qui, arrivant dans un pays où il y a une guerre ou un conflit, abusent les gens de ce pays, comme s'ils avaient besoin inconsciemment de se sentir au-dessus pour vivre. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose que j'ai constaté souvent. Et c'est... Alors, je voudrais qu'on contrebalance un peu ces horreurs. Quand on avait fait l'émission spéciale Rencontre des auteurs francophones sur Noël, tu nous avais raconté une très belle histoire, c'était au Cambodge, il me semble, comment tu avais organisé un Noël comme ça, des dernières minutes, dans un pays qui ne fêtait pas Noël. J'aimerais que tu nous en parles un peu. C'était dans pour servir un peu à quelque chose, avec quelques amis de la mission. On avait visité un orphelinat et puis on allait régulièrement dans cet orphelinat. On avait repeint les murs, on avait installé l'électricité. Enfin bon, pour nous, c'était normal. Et puis au moment de Noël, moi j'habitais dans une maison avec un grand jardin et je dis à quelques amis, et si on organisait un Noël pour les enfants, on les fait venir chez moi, on va chercher des jouets, on a écumé, mais vraiment tout. Il y avait 2 grands marchés, je crois qu'on a acheté tous les jouets qu'il y avait sur le marché. Il a fallu que je parlemente avec les femmes qui s'occupaient de l'orphelinat parce qu'elles me disaient Noël, on ne sait pas ce que c'est, ils sont bouddhistes, bon. Et moi je leur disais mais si Noël c'est pas grave, au moins ils auront des jouets, ça n'a pas d'importance. Et il y avait les militaires français que j'avais été voir, et j'avais dit, est-ce qu'il y en a qui pourraient se déguiser en Père Noël? Il y en a 2 qui ont dit d'accord. Et d'ailleurs, ce sont vraiment, je les adore parce qu'ils faisaient 45 degrés. Ils se sont confectionnés un costume de Père Noël. 45 degrés.
et ils ont enfilé le costume. Et quand ils sont arrivés, avec la grande barbe blanche, le truc rouge et tout ça, les gamins avaient tellement peur, ils ont été se cacher sous les... Ils se sont déridés quand ils avaient une hotte, ils avaient mis tout le jouet dedans. Bon, alors après, ça a été mieux. Mais c'était nous, on était... Et moi, je disais, mais on a tout raté. Ils étaient tellement... Tu peux pas savoir, ils poussaient des cris de peur. Mais c'était mignon. Ouais, c'est mignon. Et donc, la deuxième mission, c'est en Afrique du Sud. Alors, c'est un peu une surprise pour toi de repartir parce que tu avais fait, en rentrant du Cambodge, un peu grand bruit, en dénonçant les 2 milliards de dollars dépensés pour rien ou presque. Un grand article. Et surtout les exactions commises par membres du personnel des Nations Unies. Et bien sûr, ça n'avait pas vraiment plu à la direction là-haut. Et donc, déjà à l'époque, parce que ça va revenir dans ta carrière, on t'avait dit vous ne repartirez plus, mais finalement, tu es reparti parce que tu le voulais. Et donc, tu l'as eu comment alors ce départ, puisqu'on t'avait dit que tu repartirais plus? J'aime pas quand on me dit non. Ça m'énerve. Alors, je suis allée voir l'ambassadeur de France qui s'appelait, il s'appelle toujours d'ailleurs, il n'est pas mort, mais il n'est plus ici, Jean-Bernard Mérimée, qui était un copain. Et je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé. J'ai écrit un article qui s'intitule de 2 milliards de dollars pour rien. Il m'a dit, ça commence mal. J'ai reçu un coup de téléphone de la secrétaire de Boutros-Ghali, le secrétaire général, qui m'a dit, secrétaire général, me prie de vous dire, vous repartirez jamais. Je lui ai dit, moi, je veux repartir. Alors il m'a dit, ah, mais quand même, Célia, t'exagères depuis que je te connais. Pourquoi tu dis toujours ce que tu penses? J'ai dit, parce que c'est moi. Je ne sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, je suis repartie. Et c'est une des plus jolies missions que j'ai faites, à part pour ce chien qui m'a mordu, parce que arriver dans un pays où il y avait l'apartheid et vraiment arriver à faire en sorte que ces gens qui n'avaient jamais voté, qui n'existaient pas en tant qu'êtres humains, c'était des esclaves. Parce que tu arrives juste après, ce sont les premières élections, et ta mission, je crois, c'est d'aider à la mise en place de ces élections. C'était la mission de l'ONU, oui, on était une mission électorale. Notre mission, c'était d'aider les Sud-Africains, blacks et colorés, tous les colorés, les Africains, les Indiens, les Asiatiques, enfin tous ceux qui étaient considérés comme des sous-hommes, à voter. Et ça, je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça reste une des plus jolies missions qui soit, vraiment. Et pourtant, quand tu arrives, on vous accueille et on vous dit clairement pas de relation avec des gens qui sont envoyés à New York. Oui, alors ça, non, j'en revenais pas. Le premier que je vois avoir une relation amoureuse avec un noir ou un blanc, allez hop, viré. Je me disais, mais j'y crois pas. C'est pas possible. Et alors, justement, quand on te lit, c'est finalement avec toutes ces communautés noires des townships que tu as le plus développé de relations amicales, ce qui a donc énervé certains. Donc, ce monsieur qui a acheté son chien sur toi. Est-ce que ça a été compliqué d'être accepté par ces populations, toi justement blanche, blonde, etc. Non, parce que tout dépend du regard que tu portes sur les gens. Il faut arriver avec beaucoup d'humilité. Et on a commencé par parcourir en voiture, on voyait que nous d'ailleurs, du tour dans le township, jusqu'à ce que je dise au chauffeur, bon arrête-toi, il faut que je marche. Et même le chauffeur qui était sud-africain, il avait la trouille. Il disait, ah, maintenant vous pouvez pas, vous êtes blonde et tout. Et puis petit à petit, il y a une petite fille qui est venue, puis un petit garçon, puis un autre enfant. Donc je me suis accroupie, je me suis mise à leur hauteur, ils ont touché mes cheveux. C'était des enfants. Eux, ils n'avaient pas voilà, ce sont des enfants. Et j'ai commencé à rire avec eux, mais comme je ne savais pas, à ce moment-là, j'avais pas ni de chocolat, ni de bonbons, ni rien. Après, on est revenu avec tout ça. Puis après, les gens commençaient à sortir, et puis à m'inviter à boire le thé. Et c'était extraordinaire, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien, et ils me donnaient ce qu'ils n'avaient pas. Et ça, c'est une des grandes leçons de la vie, quand même. Cette espèce de générosité. Ouais. Il y en a eu d'autres, des moments comme cette femme de 104 ans qui s'est oui. pour venir voter avec les larmes aux yeux. Et je crois que
on ne se rend pas toujours compte de la chance de vivre dans une démocratie alors qu'une grande partie de l'humanité… Mais tu sais, je vais te dire une chose, quand j'habitais Paris, il y a des moments où je n'allais même pas voter parce qu'il faisait beau, parce que je m'en foutais. Eh bien, figure-toi que ça a changé ma vision. Je n'ai jamais plus raté une élection. Parce que ces gens-là, au péril de leur vie, et ce ne sont pas des vains mots, il y en a qui se sont fait tuer après. Eh bien, ils se levaient à 3 heures du matin, 4 heures du matin pour être sûrs de voter. Alors maintenant, je rate plus. Je vote. Alors, tu parles de retour, justement. J'imagine que quand on vit une telle mission, les retours sont parfois difficiles. Il y a des nuits où on ne dort pas, où on repense à… Ah oui. Oui. Je pensais notamment à ce que tu racontais, cet incendie dans le village où on entendait les cris des… Ah mon Dieu, quelle horreur. Je me suis dit, mais comment ne pas rester hanté toute sa vie par ces cris et ces images, quoi. Ça m'a pris beaucoup de temps pour… d'abord, il y a eu… je ne pouvais plus, après avoir vu ça… Mais physiquement, je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus. Et c'est le patron, pas le patron de la mission, mais le patron de notre team, qui m'a dit, écoute, tu vas partir quelques jours parce que c'est pas possible. Et je suis arrivée chez Jean-Bernard Mérimée, qui était ambassadeur de France à Rome. Donc, je suis au Palais Farnèse. Je viens de quitter l'enfer, où des enfants ont été brûlés vifs avec leurs parents par des Croates, c'était pas possible. Et là, je suis dans une chambre extraordinaire, mais on vient me porter le petit déjeuner sur un plateau d'argent, et je ne comprends rien. J'arrive pas à être heureuse, je ne peux pas. Je suis de mauvaise humeur parce que j'en veux à Jean-Bernard et à sa femme d'être protégés, j'en veux aux passants dans la rue de marcher normalement, j'en veux à tout le monde de ne pas savoir ce qui se passe à 1h30 ou 2 heures d'avion. Et quand je suis rentrée à New York, je dois dire que ça a pris du temps. J'ai mis 6 mois à m'en remettre et j'ai la chance d'avoir des amis extraordinaires qui se rendaient compte que je ne riais plus, que je ne pouvais plus dormir, et ça, c'est quelque chose que j'ai reproché à l'ONU, c'est de ne pas avoir une cellule qui peut entendre ce qu'on a à dire, parce qu'on n'est jamais indemne. Je veux dire, on peut pas avoir des enfants, entendre des cris d'enfants dans une maison en feu, c'est pas possible. Moi, je l'ai, c'est une lecture qui a été déjà extrêmement difficile. Donc ah oui. J'imaginais ce que tu as vécu. On va passer aux Balkans, puisqu'on parle des Balkans justement. Donc, tu arrives dans les Balkans en 1997. Le pays est complètement ravagé. Tu me dis même que dans certaines villes, il reste quasiment rien debout, quelques maisons éventrées. Alors, parle-nous de ta mission. Pourquoi on t'a envoyé là-bas? Il y a eu 2 missions différentes. La première, mon patron, Jacques-Paul Klein, voulait que j'aille ouvrir le premier bureau de l'ONU à Srebrenica, là où il y avait eu un massacre. Et 8000 personnes, des hommes, majoritairement d'ailleurs des hommes et des enfants, des garçons, ont été massacrés dans une seule journée. Mon rôle, c'était d'organiser le premier anniversaire, la première commémoration, faire revenir ces femmes dont l'ONU n'avait pas participé au massacre, mais avait fermé ses portes. Elle aurait pu accueillir ces gens qui n'auraient pas été tués. Mais bon, moi, mon rôle, c'était de faire en sorte que ces femmes reviennent pour la commémoration. Et il y avait une organisation qui s'appelait les Mères de Srebrenica, et ces femmes, elles n'avaient plus rien à perdre. Elles avaient tout perdu. Elles étaient odieuses, mais odieuses. Je les rencontre et je me dis, elles vont m'arracher les cheveux, ces cinglés. Elles sont là à dire génocide, 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 on ne va pas travailler avec l'ONU. À un moment donné, j'explose. Je dis, écoutez, arrêtez de m'emmerder avec le terme génocide, hein, parce que moi je suis juive. Génocide, je sais ce que c'est. 6 millions, hein, et vous 8000. Alors vous ne m'emmerdez pas. Et au moment où je dis ces mots, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de dire? Mais je vais être virée, on va me renvoyer. Et la présidente de cette association, elle me regarde, et puis tout d'un coup, elle dit, je me dis, on va me foutre une baffe. Eh bien non,
elle me prend dans ses bras et elle me dit « Ah, mais vous êtes dur, vous, hein, on va bien s'entendre. » Et ça a été terminé. Mais c'est compliqué parce qu'on t'envoie finalement quand même pour que les Serbes et les Croates arrivent de nouveau à avoir un dialogue, quels que soient les Serbes et les Croates. Mais est-ce que tu n'avais pas l'impression qu'il y avait des choses qui se décidaient dans les bureaux à New York, à la mission des qui étaient complètement en dehors d'une réalité de terrain, quoi? Alors, il n'y avait pas que les Serbes et les Croates, il y avait les Bosniens aussi, hein, les musulmans. Donc, il faut dire que ce sont des gens qui ont vécu en paix pendant 300 ans, grâce à Tito d'ailleurs, qui tenait le pied d'une main de fer. Mais il faut toujours se mettre à la place des gens. Si on ne se met pas à la place des gens, on ne comprend pas. Moi, voir une femme venir vers moi et me dire « Ma fille, elle a été violée par mon voisin. Ça fait des années et des années qu'on vit côte à côte, on n'a jamais eu de problème. Mon voisin est croate. Moi, je suis serbe. Comment puis-je lui pardonner ?» Et moi, je pensais à ma fille et je me disais, comment je réagirais? Eh bien, je tuerais mon voisin, c'est tout. Ah, mais oui, mais non, mais c'est vrai. Et quand tu dis ça, à la femme. Et moi, je lui disais, mais vous êtes mieux que moi, parce que vous voyez, moi, j'ai une fille. Eh ben, j'aurais tué mon voisin. Eh ben, la femme, elle parvenait à me parler. Si tu dis, oh, mais oui, mais il faut se réconcilier, ce sont des accords de Dayton et tout, ils s'en foutent des accords. Mais si tu dis, vous savez, moi, j'ai des enfants aussi. Si on s'attaque à mes enfants, je tue. Eh ben, voilà. C'était facile. Alors, il y a quand même des belles histoires quand même dans ce livre. Il y a une histoire que j'ai beaucoup aimée, c'est celle de Jorg, enfin je ne sais pas comment tu le prononces, qui a aidé à immigrer au Canada et qui était toujours, tu es resté en relation en tout cas pendant 20 ans. C'est Noël. J'aime bien ces récits, ces jolis moments dans des récits difficiles. J'ai envie que tu nous en parles un petit peu de ce petit récit. Ben, à l'époque, j'étais, alors c'était avant la Bosnie, c'est tellement compliqué. On était dans un endroit qui avait été serbe, puis qui était devenu croate, puis qui était devenu serbe et encore croate. Je veux dire qu'il y avait eu une transhumance des populations qui avaient eu exactement 30 secondes, même pas, pour quitter leur maison, avec, tu sais, un petit sac en plastique et même pas de souvenirs, n'avaient pas le temps, pour habiter une autre maison. Et moi, je m'étais dit, je m'occupais des droits de l'homme, là, vraiment, et je m'étais dit, bon, comment je vais pouvoir faire partir beaucoup de gens? Parce que ces gens, c'est extrêmement compliqué. Si vous voulez rester dans le pays où ils étaient nés, où leurs parents, leurs grands-parents, tout ça était né, et ce pays qui était serbe avant, qui était devenu croate, il fallait qu'ils prennent la nationalité croate. Je veux dire, c'était un truc pas possible. Tu vois, c'est comme si on me demandait, encore peut-être je m'en fous, mais je veux dire, comme ça, dans un pays en guerre. Enfin bon, bref, c'était compliqué. Et puis, j'étais dans mon bureau et tous les jours, je ne vois plus Célia, qui a un problème de connexion, il me semble. Célia, si tu m'entends, peut-être qu'il faut te déconnecter et te reconnecter, parce que là, nous n'arrivons pas. Un jour, je dis à mon interprète, écoute, c'est bien simple, tu vires tout le monde, mais vraiment tout le monde, il faut que je respire. Parce que j'étais mais vraiment au bord de l'asphyxie morale. Et puis tout le monde sort et je vois un homme, mais de dos, je peux pas te dire, c'était l'image du désespoir. Et je dis à mon interprète, sauf celui-là. Il se retourne, il me dit pourquoi, je lui dis t'occupe. Il revient. Il revient, il s'assoit et il me parle de sa vie. Il était ingénieur je sais pas comment on dit, des eaux et forêts, un truc comme ça, tu sais. Il avait 2 enfants, une femme bien sûr, il n'arrivait plus à les faire vivre. Donc,
la bouffe, on faisait tu sais, moi j'avais été voir les militaires belges et on distribuait de la nourriture dans tous les villages dont je m'occupais. Donc ça, c'était bien. Et tout d'un coup, je m'entends lui dire, est-ce que vous aimeriez émigrer au Canada? Eh ben oui, parce que j'avais une copine qui était la directrice du HCR et elle m'avait dit, le Canada accepte des gens, mais il faut qu'ils soient éduqués. Donc lui, il était ingénieur. Et je revois son regard, il me dit, mais c'est mon pays ici. Et je lui dis, votre pays, il n'y a plus d'espoir pour vous. Allez ailleurs. Et il me dit, j'ai pas d'argent, je ne peux pas faire de passeport. Je lui dis, l'argent, on s'en occupe, on va payer. Et on a fait avec ma copine, on s'est occupé des passeports de tout. Et c'est vrai qu'il a immigré avec sa famille et que tous les ans à Noël, ben, mon téléphone sonne et c'est lui qui me dit maintenant dans un anglais parfait, ah oui. Merry Christmas. Ouais, c'est jolie histoire. Tu fais vraiment partie de tu sais, tu parlais tout à l'heure qu'il y a des gens pas bien et des gens bien envoyés aux Nations Unies. Il y a toujours quelque chose qui te rend dingue en vérité partout où tu vas, qui te met en colère. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit trop c'est trop, j'arrête tout? Finalement, ces missions, c'est pas la bonne voie pour mettre en place ce que je veux. Est-ce qu'il faut que je trouve autre chose? Ou est-ce que donc tu t'es dit non, malgré tout, ça me permet de faire des choses. C'est un tremplin pour me permettre d'arriver à faire ce que je veux. Non, il y a eu des grands moments de découragement, mais ça a duré 3 secondes. Et puis après, ben voilà, on continue. Parce que c'est vrai que c'est formidable et qu'il n'y a pas que des gens, il y a beaucoup de gens bien. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire bouger les choses, de changer le monde. Et ces gens-là, ben, c'est ma famille de cœur. Oui, j'allais te demander, en fait, c'est des gens que tu retrouves parfois sur d'autres missions. Non, je retrouve sur d'autres missions, mais je les retrouve à l'ONU ici. Oui, c'est ça, donc tu as gardé contact avec tous ces gens, avec qui tu as partagé. C'est ma famille. Est-ce que tu penses que justement d'avoir partagé ça ensemble, ça a créé une relation, tu as partagé la peine, la misère, le conflit, ça a créé une relation particulière? Ah ben oui, écoute, quand tu te caches sous ton bureau parce qu'on est en train de tirer dessus, ben d'abord on a des fous rires parce qu'il faut, et puis j'ai découvert une chose, c'est que c'est difficile de raconter une ambiance, de raconter ce qui s'est passé. Eux, ils savent, parce qu'ils étaient sur place. Et avec... tu nous dis que tu n'as pas vécu de moment dangereux et tu nous racontes là que tu t'es caché sous le bureau parce que ça tirait pas. Oh mais oui, mais bon, je suis là, mais je veux dire oui, mais je suis là. Je suis pas morte. Mais c'est vrai que c'était drôle en même temps. Alors écoute, justement, dans les années 2000, tu retournes dans les Balkans, rien n'a vraiment changé. Comment on réconcilie des populations qui ont fini par se détester, même si tu dis qu'elles ont vécu pendant des décennies ensemble? Je crois que c'est une partie de ta mission. Et à la fin de ta mission, est-ce que tu as l'impression que les choses ont bougé? Est-ce que tu te poses la question de savoir combien de temps cet équilibre fragile va durer? Non, mais... j'avais organisé à Srebrenica, après la commémoration, mon rôle c'était de faire en sorte que ces femmes bosniaques reviennent à Srebrenica, qui était leur lieu avant. Donc j'avais des bus qui les transportaient. La première fois, elles se sont pris des jets de pierre, donc évidemment c'était le bazar. Il a fallu que je les convainque de revenir. Et j'ai enfermé, dans mon bureau qui était très grand, j'ai enfermé à peu près 7 femmes serbes, 7 femmes bosniaques. Toutes avaient perdu leurs enfants, un fils ou bon. Et j'ai dit à la responsable, à la présidente des maires de Srebrenica, je lui ai dit, ok, t'as perdu ton fils. Mais tu vois, elle a perdu son fils aussi. Est-ce que ton fils et son fils n'ont pas le même sang? Est-ce que la même couleur de sang? Est-ce que tu crois qu'elle n'a pas eu de chagrin comme toi tu en as eu? Est-ce que ses pleurs sont différentes? Et elle a eu 2 secondes comme toi pour quitter sa maison. Et toi, pareil. Vous n'avez pas voulu cette guerre. Mais il y a eu cette guerre.
Et c'était extraordinaire parce que Mounira Subasic, qui était la mère, la présidente, et qui était une sacrée bonne femme, elle avait une voix dure, mais moi je l'adore, hein, même encore maintenant. Et tout d'un coup, elle a pris une toute petite voix, elle a regardé cette femme serbe et elle lui a dit « Alors toi aussi, tu as vécu la même chose ?» Et elles sont tombées dans les bras l'un de l'autre et franchement, les 7 heures que j'ai passées avec un mal de tête infernal, que le soir j'ai appelé un copain, j'ai dit il faut que j'aille m'envoyer un coup à boire, hein, j'en ai marre. Mais voilà, c'est magique. C'est magique. Ah oui, oui. Mais parce que les êtres humains sont comme les femmes surtout. Les femmes, elles ont cette espèce d'instinct. Je ne suis pas sûre que j'aurais réussi à obtenir les mêmes choses avec des hommes. Je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas fait. Mais ces femmes... C'est assez étrange de t'entendre parler de cette région. Quand tu vois aujourd'hui les guides touristiques de la Croatie, les images paradisiaques, on se dit quoi? On se dit que c'est intéressant. On se dit que ce pays s'est relevé ou c'est encore une grande illusion? Alors la Croatie, moi, il n'y avait pas de mission en Croatie, donc bon, on avait un bureau, mais moi j'y allais pas. La Bosnie, en revanche, ne va pas bien du tout. Les 3 entités ne parviennent pas à vivre ensemble, et actuellement, il y a des colonnes de migrants qui viennent de partout, mais de partout, du Yémen, de Libye, d'un peu partout. Les femmes sont séparées. Les femmes et les enfants sont séparés, surtout quand ce sont des filles, on les met dans des bordels. Donc moi, ce que je me dis, c'est que tout le travail que j'ai fait, il n'a pas servi à grand-chose. Autant de corruption, c'est décourageant. Pas seul sans changer le monde malgré tout ce que tu fais de exceptionnel. Tu en as sauvé des filles, on va revenir dessus, tu en as sauvé plus de 300 et tu te rends compte, tu as sauvé 300 vies, c'est un bilan extraordinaire. Pour revenir aux Balkans, quand tu es dans une région comme ça, est-ce que tu as tendance à prendre parti? Est-ce que tu te dis que les méchants sont dans un camp et les bons dans l'autre? Est-ce que inévitablement, on se dit qu'il y a vraiment les salauds dans un camp et les victimes dans l'autre? Alors, on arrive à être au milieu dans sa mission et ne pas prendre parti finalement? Non, non, non. Et les gens qui te diront qu'ils sont neutres, c'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé avec les Serbes, les Croates et les Bosniaques. Évidemment, j'essayais de ne pas le montrer, mais je préfère, je préfère les Serbes. Si tu veux, les Croates, ils vont sourire, hein. Ils vont dealer avec toi. Tu vas leur faire signer un document, hein. Et le soir, ils vont aller à la télé en disant elle nous a poussé à signer le document, on ne voulait pas le signer. Le snack, ils vont me dire, ils vont sourire et puis ils vont me poignarder dans l'eau. Les Serbes, ils te disent, vous, alors là, on va vous tuer, hein. Alors comme tu sais qu'ils te l'ont dit, tu impactes tes affaires et tu t'en vas. C'est beaucoup. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé, et mon boss me disait, t'as pas le droit de dire ça. Ah bah oui, mais c'est ce que je pensais. Je préfère travailler avec des Serbes. C'est vrai que j'ai pas le droit de le dire. Je m'en fous. Je vous avais dit que l'interview serait cash. Alors, j'aimerais qu'on revienne quand même à la Bosnie, parce que c'est une mission extraordinaire. On parlait justement des gens que tu as sauvés. Alors, je résume un peu. Tu t'es retrouvé à la tête d'un effectif de 250 policiers locaux et internationaux. Et grâce à toi, il y a 260 jeunes femmes qui étaient des esclaves sexuels qui ont été libérées juste la première année. Alors, tu as été menacé, quoi que tu en dises, tu as été harcelé, ton appartement a été saccagé. Ça t'a jamais fait peur? C'est comme s'il y avait une rage qui dépassait la peur. Je crois que c'était la rage. Et puis l'idée que, parce que mon boss, Jacques-Paul Klein, quand j'ai été attaqué, il m'a appelé, il m'a dit, écoute Célia, ça devient trop dangereux, peut-être que tu veux rentrer. Je lui ai dit, écoute-moi bien, si je rentre, ils auront gagné. Non, je rentre pas. Je suis pas rentrée, non, la rage l'emportait sur tout. Ah mais non, c'était pas possible, non.
Et alors après, quelques années après, tu pars au Libéria, dans une nouvelle mission trafic sexuel, et cette fois-ci, c'était pas facile, parce que bien sûr, au début, les Nations Unies ne voulaient pas te confier cette mission. Non. Tu repars, tu es nouveau sur le terrain. Comment tu as fait pour, une fois de plus, arriver à retourner sur le terrain alors que tu avais dit non, non, tu ne vas pas au Libéria? Quand Jacques Klein a été nommé à la tête de la mission, il a composé ses équipes et j'en faisais partie. Et il reçoit ce qu'on appelle un câble, un code cable, qui lui dit Célia de la Varenne ne retournera jamais sur une mission, ni maintenant, ni demain, ni bon. Il m'appelle, il me dit avec son ton un peu bourreau, qu'est-ce que t'as foutu? Je lui dis rien, j'ai rien fait du tout. Il me dit ton nom est sur une liste noire. Je lui dis pourquoi? Il me dit je ne sais pas. Essaie de trouver. Donc, je me renseigne. Heureusement, quelqu'un que j'aime beaucoup me dit bah oui, ton nom est sur une liste noire. Je lui dis bon, et ben je fais quoi? Et Jacques Klein m'appelle et me dit écoute, tu vas envoyer une lettre au secrétaire général, enfin pas au secrétaire général, mais à son député et à toutes les grandes instances. Bah bon, ce que je fais. Et dans la lettre, je mets voilà. J'ai appris que mon nom était sur une liste noire. Je veux voir cette liste parce que si mon nom est à côté de 2 Pakistanais qui ont violé et torturé 2 gamines en Bosnie, je porte plainte. Si mon nom est sur cette liste et les 2 Pakistanais n'y sont pas, je porte plainte. Et je ne porte pas plainte devant un tribunal ONU, moi je porte plainte devant une cour civile à New York. Et comme je suis journaliste, il y aura toute la presse. Eh bien, figure-toi que j'ai reçu un mot me disant si vous voulez aller au Libéria, vous pouvez partir. Mais tu crois qu'elle existe, cette liste noire? Oui. Oui. Je le savais parce que Kofi m'avait dit un jour, j'avais eu un problème avec un de mes boss en Afrique du Sud, c'est la seule fois où j'ai été sexuellement harcelée. Mais donc j'étais montée lui dire, et il m'avait dit, je vais mettre son nom sur une liste noire, il n'ira plus jamais sur une mission. Donc oui, elle existait. Mais moi, je n'avais rien fait, j'avais ni violé, ni tué, ni rien. C'était pas normal. Donc c'est pour ça que je suis repartie, parce qu'ils ont eu la... Bah oui. Au Libéria, et ta première mission sur le terrain, bah, c'est de faire le tour des boîtes, des bordels, des bars, pour voir ce qui se passe. Et alors, c'est assez terrible pour toi, parce que tu es face à des jeunes filles qui se prostituent, qui dansent, etc. Et elles te prennent finalement pour une mère maquerelle, quoi. Donc, tu as le regard plein de haine de ces jeunes filles au début, et c'est difficile. Est-ce que ton métier de journaliste, justement, t'a permis d'affronter un peu tout ça, et puis après, t'a permis d'engager le dialogue avec ces jeunes filles et de les aider? Est-ce que tu crois que, justement, ton métier de base t'a aidé dans ces moments-là? Alors, mon métier de journaliste m'a beaucoup aidé dans l'observation. Moi, j'observe beaucoup. Et je pose les bonnes questions en principe. Elle ne me considérait pas comme une mère maquerelle, non. Elle se disait que j'étais une dévoyée et que je venais là probablement, et ça me... Encore une mère maquerelle, bon, à la limite, mais dévoyée, non, ça me déplaisait, d'autant qu'elles avaient 15 ans. Mais... alors, elles n'étaient pas prostituées, hein, je rectifie toujours, c'était des gamines qui avaient été soit kidnappées, et qui se retrouvaient forcées de se prostituer. Et c'était, enfin bon, je les ai embarquées avec moi après, mais c'était des gamines extraordinaires. Extraordinaires. Des témoignages vraiment bouleversants dans ce que tu racontes, des discussions que tu as avec ces gamines qui te disent prenez-moi, aidez-moi, enfin que tu retrouves dans les toilettes ou dans des endroits comme ça où elles peuvent se cacher, où elles comprennent que tu peux les aider. Enfin finalement, tu auras quand même fait fermer 150 bars. C'est pas rien. Est-ce que quand tu fais fermer ces bars, tu as conscience que c'est finalement provisoire? Tu as réussi à ça, mais combien de temps ça va durer? Oui, bien sûr, c'est provisoire. Puis non seulement je le fais fermer, mais je suis en lutte à certains mâles de l'ONU qui sont fous de rage parce qu'ils ne peuvent plus aller nulle part. Alors tu peux imaginer le bazar. Comme m'a dit mon numéro 2, qui était
comment dire, je crois qu'il était yéménite, et c'était un type fabuleux. Non, il était jordanien. Il m'a dit, ah bah dites donc, boss, hein, alors franchement, vous avez détruit la vie nocturne. Il n'y avait plus rien. On était tout le temps. Oui, c'est vrai que tu en as croisé des gens des ONG, des Nations Unies, dans ces bars le soir et la nuit. Je dois dire qu'en plus des gens qui s'occupent d'enfants, alors ça, c'était quelque chose quand même. Hein. Oui, tu parles d'ailleurs, et d'ailleurs tu dénonces, tu parles du responsable de Save the Children en Grande-Bretagne, voilà, qui abusait de jeunes filles. Il est dans une association qui défend l'enfance. C'est juste incroyable quand on entend ce genre de propos. Et numéro 2 des droits de l'homme, avec une petite fille de 15 ans, non mais franchement... Elles deviennent quoi, ces jeunes filles, quand elles sont libérées, tellement traumatisées? On en a rapatrié. Je suis toujours en contact. Il y en a une on s'en occupait. Celle pour laquelle j'ai écrit Un visa pour l'enfer, d'ailleurs, c'est après une promesse que je lui ai faite d'écrire son histoire que j'ai écrit le livre. Alors je suis très contente parce qu'elle est à Paris maintenant. Elle a 2 enfants qu'elle adore. Elle vit seule. Elle a un travail. Et ça, c'est une chose dont je suis très fière. Elle est extraordinaire. C'est plus une gamine, hein, mais voilà, elle est mignonne. Alors, le commerce des femmes et des jeunes filles, surtout, ça perdure un peu partout dans le monde. Pourquoi on n'a pas dupliqué ce que tu as fait en Bosnie, ce que tu as fait au Libéria? Pourquoi on ne s'est pas appuyer sur ton expérience, ton travail, tes combats pour démultiplier ces missions? Parce que je crois que des missions comme ça, il y en a quasiment plus, c'est ça? Il n'y en a pas. J'avais été, quand j'ai quitté le Libéria, je suis montée voir le responsable des opérations de maintien de la paix et je lui ai dit, écoutez, voilà, si vous voulez, avec une équipe de 4 ou 5 personnes, on peut aller sur chaque mission. On va créer ce qu'on a créé en Bosnie ou ce qu'on a créé au Libéria. Il m'a regardé et il m'a dit, non mais franchement, alors vous voulez empêcher les hommes d'exercer leurs droits de l'homme? Je n'en revenais pas. Et je lui ai dit, mais dites donc, quel est le droit de la femme? Oui, tu racontes à un moment que les casques bleus, finalement, c'est un peu la petite cerise sur le gâteau, quoi. Si tu enlèves la production, oh ben, ils vont plus envoyer des clips. Exactement. C'est vrai. C'est vrai. Et moi j'avais appris que pour les faire partir, quelquefois on leur dit, oh, vous voyez, vous n'inquiétez pas, les filles elles sont faciles, vous allez pouvoir les avoir pour $2 et tout. Mais c'est scandaleux quand même. C'est pas possible. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une histoire terrible que tu racontes quand tu croises cette jeune fille qui est une espèce de beauté magnifique que sa mère a vendue dans un bar. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était là dans un bar. Elle l'a vendue dans le bar. Une fille que tu dépeins comme une véritable beauté. Et tu la retrouves plus tard, tellement engrossie que tu ne la reconnais pas. Et elle te dit qu'elle l'a fait pour ne plus être une proie. Et elle a dit... Elle a eu les yeux qui se sont illuminés quand elle a vu que je la reconnaissais pas. Elle avait un sourire incroyable et elle m'a dit, tu vois, eh ben toi non plus, tu m'as pas reconnue. Comme ça, on m'achètera plus, on me vendra plus. Là, j'avais oublié, mais là, quand je suis allée voir le psy des armées, là, qui était bourru et mal embouché, j'ai failli abandonner. C'était trop pour moi, je pouvais plus. J'ai vraiment pleuré, je lui ai dit je m'en vais, je peux plus, c'est pas pour moi ça. Et il a su ce jour-là trouver les mots qu'il fallait. Et je suis restée. Mais je veux dire ça, c'était terrible, hein, c'était terrible. Cette jeune fille qui était d'une beauté, on a les Blanche-Neige, tu sais, des longs cheveux noirs, des grands yeux bleus. Elle a commencé à bégayer, ensuite elle est devenue grosse comme je sais pas quoi. Je ne pouvais pas la reconnaître. Ouais, donc tu dénonces tout ça, toutes ces corruptions, tous ces abus sexuels, tout ce qui se cache derrière ces grosses institutions. Alors c'est quoi qui coince? C'est la politique, c'est les pressions internationales, c'est les enjeux de géopolitique, ou alors c'est l'humanitaire qui est devenu tellement professionnel qu'on en oublie l'humain. Pourquoi on en est là? Je crois
un, c'est parce que, encore une fois, 193 pays, 193 façons de concevoir quand on les conçoit les droits de l'homme et les droits des femmes. Il y a certains pays où les droits des femmes sont bafoués, mais ils font quand même, les peacekeepers font quand même partie des missions. Donc, il n'y a pas d'uniformité. En plus, ils ont beau dire qu'ils forment les casques bleus, c'est pas vrai. Moi, j'ai participé quand ils arrivaient, ça m'est arrivé une fois ou deux, d'aller voir comment se passait le briefing d'arrivée, où on devait leur apprendre à respecter les femmes et tout, et je m'en souviendrai toujours, au Liberia, j'ai été voir, et j'ai pris la parole, et j'ai dit, je voudrais vous rappeler que si vous avez des relations sexuelles avec une jeune fille, il faut qu'elle ait au moins 18 ans, c'est l'âge limite, et il faut qu'elle dise oui. Si elle dit non, c'est un viol. Et là, j'ai vu les mecs qui me regardaient avec des yeux rieurs. Il y en a un qui a dit « Ah, mais dans mon pays, hein, à partir de 10 ans, alors je lui ai dit bah, « Fais-le, puis je te fous mon poing dans la figure, tu vas voir. » Mais ils n'en avaient rien à faire, mais rien du tout. Et il y a plus de tolérance. Et même si à l'ONU, encore maintenant, on dit qu'il y a une tolérance zéro, c'est faux. Tous les jours, sur des missions, il y a des viols, il y a des abus sexuels. Mais il y a une impunité aussi pour tous ces gens-là. Oui. Alors, mais pourquoi? C'est parce qu'on ne veut pas faire des vagues, parce qu'on veut protéger la réputation à la fois des Nations Unies et des ONG qui doivent être... Oui, c'est parce qu'on a peur que, par exemple, je veux dire n'importe quoi, mais des grands pays, je ne dis pas spécialement eux, mais des pays qui sont de gros contributeurs de troupes, bah, l'ONU a peur de les froisser, puis qu'après ils ne donnent plus de troupes, c'est tout. Voilà, ce sont des grandes institutions, c'est comme ça. Alors, avec tout ce que tu dis quand même, tu vas tous les jours à ton bureau aux Nations Unies, donc tu n'es pas personnel non grata aux États-Unis. J'ai ma carte de presse, je ne fais plus partie de l'ONU. Donc, c'est peut-être leur punition, ils me voient. Et puis, bon, c'est comme ça. Je sais que donc, tu as aimé des grands leaders dans cette grande maison. Mais tu dis que ceux qui finalement ont fait carrière, ce sont ceux qui ne se salissent pas les mains, qui ne font pas de vagues. Tu le dis toujours? Oui, je pense que moi, dès le début, quand je suis arrivée au Cambodge, on a toujours des briefings d'arrivée et on nous avait dit obéissez, c'est comme si on était à l'armée qu'il ne faut pas avoir de tête dépassée. Obéissez, si vous ne faites pas de vagues, vous irez loin. Bon, ben, moi je ne suis pas allée très loin, quoi. C'est tout. Oui. Cette mission, c'est pas rien. Oui, mais je me batte à chaque fois pour y aller. D'ailleurs, quand tu quittes le Liberia, tu t'apprends très vite que tes équipes sont dissoutes, oui. Que les bars... Le soir même. Il faut que les bars sur la liste ont disparu, que tes hommes qui ont travaillé pour toi sont sous surveillance. Tu fais quoi à ce moment-là? Genre tout ça pour ça? Ou alors c'est quand même les débuts d'une avancée Non, c'est pas le début d'une avancée, c'est au contraire. Parce que ils me tenaient au courant de ce qui se passait, ils n'avaient plus le droit. Notre bureau a été dissous. Donc ils n'ont plus pu travailler, évidemment, mais ils me tenaient au courant immédiatement. Des jeunes Russes sont revenus, il y en avait partout. Je veux dire, c'est épouvantable. C'est épouvantable de penser qu'on a fait ce travail pendant presque 2 ans. Et puis que, voilà, on s'en va. J'étais détestée, mais j'étais haïe. Mais vraiment, j'étais celle qui empêchait les peacekeepers de s'adonner à leurs instincts. D'ailleurs, tu donnes beaucoup de noms dans tes livres. Personne ne t'a jamais attaqué pour diffamation ou à demander aux maisons d'édition d'enlever les noms. Enfin, tu t'es pas retrouvé face à ça? Un misa pour l'enfer, la première mouture, celle que tu as, les noms ne sont pas mentionnés, on m'a demandé de les enlever.
Ensuite, les droits ont été vendus à Flammarion. Flammarion m'a appelé en me disant est-ce que vous voulez réécrire certaines choses. J'ai dit oui. Et là, j'ai mis les vrais noms. Je leur ai expliqué que, étant journaliste, je garde devant moi toutes les preuves. Ils veulent attaquer, eh ben qu'ils y aillent. Au contraire, ça fera vendre mon livre. Donc, oui, j'ai mis les vrais noms. C'était ma façon de rendre justice aux victimes, quand même. C'est pas possible. C'est pas possible que des casques bleus achètent des gamines pour une nuit $300 et qu'ils les battent et les violent. Et c'est pas possible et qu'ils ne soient pas punis. Donc, oui, j'ai mis les noms. Parce qu'aujourd'hui, donc, tu vas plus sur le terrain, pour X raisons, mais tu continues ton combat parce que tu vois, tu écris, pas seulement des livres, tu écris dans la presse, tu dénonces constamment. Donc, tu n'as pas l'impression de t'être assagi, hein, finalement, tu continues. Alors là, le mot sage, c'est pas pour moi quand même. Oh ben non. Non, non. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu d'Antonio Guterres, parce que c'est un homme que tu as toujours bien aimé. Et je me souviens qu'à l'annonce de son arrivée à ce poste, tu demandais si, parce que est-ce que c'était un gentil, est-ce que tu demandais s'il allait pouvoir vraiment agir. Est-ce que 3 ans après, tu en penses quoi? Tu penses qu'il a réussi à faire bouger les choses ou que malheureusement la structure est telle? Non, ouais. Je dois dire que c'est pas sympathique ce que je veux dire, mais c'est une de mes plus grosses déceptions. Quand il a été nommé, puisqu'il n'est pas élu, hein, il est nommé. Je me suis réjouie parce que quand il était à la tête du HCR, il était fabuleux. Quand il est arrivé ici, il a cru qu'il allait être aussi libre qu'au HCR. Mais être à New York, à l'ONU à New York, c'est différent. Il a 193 patrons et tiens, on va réduire, il en a un. Et c'était l'Amérique. Et il a eu tellement peur de, je ne sais pas de quoi d'ailleurs, mais de déplaire peut-être à Trump, qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, et notamment, il ne s'est jamais élevé contre les violations des droits de l'homme, que ce soit en Chine, que ce soit au Yémen, que ce soit n'importe où. Quand il le faisait, c'était timidement, et des semaines après. Et là, oui, c'est une de mes plus grosses déceptions. Ah oui, vraiment. Alors, on va terminer cette discussion qui a déjà plus d'1 heure, mais je te dis, on pourrait rester des heures avec toi à discuter de tout ça. Donc, tu viens à New York depuis 30 ans. Est-ce que c'est définitivement la ville où tu te sens le mieux sur cette planète? Oui. Ah oui, oui, oui. New York, c'est parce que New York, même maintenant où New York est plutôt en sommeil, c'est quand même une ville où, peut-être parce que, voilà, ici j'ai un sentiment d'appartenance. Il y a tous les pays du monde, on peut être qui on veut, on peut être ce qu'on veut, on peut exister, ne pas exister. Il y a une espèce d'indifférence qui fait qu'on avance quand même, mais en même temps, il y a, je ne sais pas, c'est la ville de tous les possibles. Ça fait 31 ans que j'y vis et je ne me vois pas rentrer en France. Je pourrais pas. C'est trop formaté. Ici, c'est toujours aussi fou, même si il y a toujours des gens drôles, il y a toujours, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a la vie. Autour de Babel dans laquelle on vit. Exactement. Exactement. Célia, c'était un pur bonheur. Mille merci d'avoir été avec nous pendant 1 heure. Je rappelle tes livres qui sont essentiels pour comprendre ce qui se passe. Je te remercie de nous avoir donné toutes ces indications, d'abord sur tes missions et puis sur ce qu'on ne sait pas. Voilà. Et puis nous perturbe à la lecture de tes livres. Donc, Les étoiles avaient déserté le ciel. Voilà, c'est chez Ballant. Un livre que vous trouverez vraiment partout. D'ailleurs, j'ai posté une jolie photo dans une librairie de Suisse. Il est vraiment partout. Il faut vraiment l'acheter. Et puis donc, alors ça, c'est pas la. Moi, j'ai la première version. Non, il n'existe plus. C'est l'autre version. Alors, c'est l'autre version qui s'appelle Un visa pour l'enfer. Oui, voilà. Et qui est beaucoup mieux parce qu'il y a les noms des coupables. Exactement. Célia, mille merci encore. Merci de m'avoir invité.
On se retrouvera d'ici un mois parce que tu vas participer, Oui. ça me fait très plaisir, à la capsule, à l'émission qu'on va organiser pour le Festival des 5 continents avec l'organisation de la francophonie et NYU. Donc au plaisir de se retrouver sur un autre sujet d'ici un mois. Merci à vous tous. C'était une semaine fort chargée en émissions, passionnante. Je vous retrouve, on va en Bretagne la semaine prochaine, mercredi prochain, on va en Bretagne avec un auteur qui est avant tout un grand musicien et qui écrit des très beaux livres sur un sujet qui pourrait te plaire aussi, puisque c'est le sujet des femmes bretonnes au 19e siècle qu'on envoyait, Ah. en esclavage et qui mouraient parce qu'elles avaient volé une pomme pour nourrir leur fils. Enfin voilà, encore malheureusement de la misère plus ancienne, mais de la misère. Merci Célia. Merci Sandrine. Bonne soirée. À très bientôt.